20h30 à Paris, bienvenue sur France 24. On va plus loin avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Bonsoir. Et Antoine Mariotti, bonjour Antoine. Bonsoir. Au sommaire, recueillement en Israël, un mois après les attentats les plus sanglants jamais commis sur le sol israélien. Le pays a rendu hommage aux plus de 1400 victimes du Hamas, alors que 240 otages sont encore aux mains de l'organisation palestinienne. À Gaza, Médecins sans frontières appelle à son tour un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, condition sine qua non pour organiser la réponse humanitaire, estime l'organisation. Les Émirats arabes unis mettent en place un hôpital de campagne, alors que la conférence de Paris, jeudi, doit se pencher sur l'ouverture d'un corridor maritime et l'arrimage d'hôpitaux flottants. Le conflit israélo-palestinien qui occulte la guerre en Ukraine, c'est la crainte de Volodymyr Zelensky qui est en train de se réaliser. Le président ukrainien lui insiste sur les succès de son armée. Il exclut une nouvelle élection présidentielle pourtant prévue l'année prochaine. C'est tout de suite, on va plus loin. C'était donc il y a un mois, jour pour jour, le 7 octobre, le monde basculait dans une nouvelle guerre, la 5e, entre Israël et Gaza, aux conséquences encore inconnues pour le reste de la planète à l'heure où nous parlons, tant les circonstances sont cette fois différentes des précédentes. Jamais en effet, depuis ce 7 octobre, le peuple israélien n'avait eu à subir sur son sol pareil massacre. Plus de 1400 des mains des terroristes du Hamas en l'espace de quelques heures, des kibboutz, des villages entiers attaqués, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants même décapités. La nation israélienne leur a rendu hommage par une minute de silence aujourd'hui. Et puis, il y a aussi tous ces otages, plus de 240 personnes aux mains du Hamas et actuellement détenues à Gaza. Gaza qui n'a pas tardé d'ailleurs à connaître la riposte d'Israël, elle aussi sans commune mesure avec ce que l'on avait pu voir jusqu'alors. Des villages bombardés, la moitié de la population déplacée du nord vers le sud, dans une enclave désormais coupée en deux et où l'aide humanitaire ne peut pénétrer qu'au compte-gouttes, alors que de rares binationaux ou étrangers ont la chance d'être évacués. Bref, une situation inédite à bien des égards. Patricia Lémonière, le 7 octobre a fait basculer la région et peut-être aussi le monde dans une situation inédite. En tout cas, ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est totalement inédit, effectivement, et personne ne l'avait même imaginé. Ces massacres et l'horreur qui s'est produite sur le sol israélien, le sol que tout le monde a bien répété, qui était celui qui était octroyé à Israël par les accords internationaux de l'après-guerre. Alors, dire que le monde entier va basculer dans une guerre totale suite à ce qui s'y passe, je crois qu'il y a une vraie prudence de tous les partis qui sont en conflit, paradoxalement. Prudence de l'Iran, prudence du Hezbollah, prudence des pays arabes, prudence des États-Unis, même on a vu qui avait apporté un soutien inconditionnel au début à Israël et qui maintenant, du fait des pressions internes qui existent au sein du Parti démocrate et puis peut-être aussi de l'évolution de la situation, eh bien, manifeste une autre position, rappelle la situation à deux États. Donc je crois qu'il y a quand même une retenue de tous les acteurs, alors que sur le terrain même se déroule effectivement un conflit, une guerre à laquelle on n'avait jamais assisté pratiquement depuis, j'ai envie de dire, 67 en tout cas. Rarement Israël avait semblé autant vulnérable que ce 7 octobre, ramené en tout cas la conscience de sa vulnérabilité intrinsèque existentielle, Antoine Mariotti. Et c'est ça le traumatisme qui explique le traumatisme très profond de cette population israélienne depuis un mois, qui finissait pas par se sentir invulnérable, mais certains un petit peu. Il y avait la toute-puissance de l'armée, nos services de renseignement sont les meilleurs. On a le dôme de fer, c'est-à-dire un système antimissile automatique quasiment, qui nous protège et qui est extrêmement efficace, qui n'est pas imparable, et d'ailleurs on l'a vu mais on le savait déjà, mais quand même très efficace. Et puis depuis quelques années, il y avait cette barrière de protection pour isoler complètement Gaza, comme on avait construit un mur du côté de la Cisjordanie, on isole un petit peu tout le monde, on n'en parle plus, ils n'existent plus, ils sont derrière le mur, et voilà. Sauf qu'en fait c'est compliqué, sauf que le Hamas a montré à chaque guerre qu'il arrivait à revenir encore plus fort, et donc il avait des véritables capacités, et d'ailleurs là, ils ont eu au moins 13 500, 14 000 cibles frappées depuis un mois. Ils continuent à tirer des roquettes et si la guerre s'arrête aujourd'hui, ils continueront à se renforcer. Vous le verrez qu'ils y arriveront. Et puis surtout, tant qu'on n'arrive pas à avoir une solution de long terme, on a beau les cacher derrière des murs, on n'arrivera pas à avoir une solution pérenne qui permette à la fois aux Palestiniens de vivre dans la dignité, ce qui est quand même le monde des choses, et aux Israéliens, c'est aussi le monde des choses, de vivre en sécurité. Et donc voilà, donc c'est un réveil très douloureux pour la population israélienne, ou en tout cas pour toutes celles qui avaient voulu fermer les yeux sur tous ces aspects-là. Et oui, parce que ce 7 octobre, c'est aussi, Patricia, le moment où la question palestinienne qu'on pensait en voie d'extinction revient avec
force sur le devant de la scène, pas seulement pour Israël, mais pour tous ses alliés occidentaux. Et peut-être aussi ses alliés d'ailleurs du monde arabe au sein des accords d'Abraham. La question palestinienne, on n'a pas voulu la voir. On l'a voulu l'ignorer. Et donc effectivement, aujourd'hui, elle revient, mais chacun ressort cette vieille idée de deux États, ne sachant absolument pas comment arriver à cette solution à deux États. Donc elle revient sur le devant de la scène, mais avec aucune solution possible et acceptable aujourd'hui. Oui, si ce n'est qu'on avait cru peut-être un moment faire l'impasse sur ces deux États. Certains parlaient même d'un seul État binational aujourd'hui. Voilà, et on ne pourra pas éviter effectivement... Voilà, la création, demain en tout cas, des négociations pour y conduire. À la fois, il y avait cette fameuse solution, j'ai envie de dire presque. On ne va pas faire l'économie d'un règlement politique, en tout cas, à deux États, qui n'est pas possible, mais qui en même temps si chacun fait des efforts. On connaît certaines des solutions qui peuvent permettre d'arriver à cette solution à deux États. La seule chose, c'est qu'il faut que d'un côté comme de l'autre, on ait envie de faire des efforts. Et pour faire des efforts, pour parvenir à un accord, il faut arriver à faire des compromis et à faire des sacrifices. Donc chacun doit faire des sacrifices, que ce soit territoriaux, politiques ou autres. C'est devenu de plus en plus compliqué cette solution à deux États parce qu'il y a une colonisation absolument par pigment, j'ai envie de dire, dans toute la Cisjordanie. Je suis incapable aujourd'hui, je viens d'y passer 3 ans, de vous dessiner la Cisjordanie de manière claire et définie. Il y a des ONG qui le font, mais vous n'avez pas un bloc qui grossit, vous avez des dizaines et des dizaines de blocs partout, et vous en avez où il y a 100 habitants, 50 habitants, et d'autres comme Malé Adoumim, où vous avez 45 000 habitants. Et en même temps, la solution à un État, certains Palestiniens en Cisjordanie, pas dans la bande de Gaza, disent « mais puisque vous ne voulez pas qu'on ait un État, nous, très bien, englobez-nous, donnez-nous les mêmes droits qu'aux Israéliens. » Sauf qu'on sait très bien que les Israéliens ne le veulent pas. Par le simple fait démographique. Le simple fait démographique, il faudrait qu'il n'y aurait plus d'État juif comme ils le veulent. Donc c'est aussi... et puis on voit déjà que la population arabe-israélienne ou palestinienne d'Israël n'est pas toujours logée exactement à la même enseigne non plus. On ne pourra pas faire l'économie de cette question d'un règlement politique du conflit, Patricia Lemonnier. Tout le monde, s'il y a bien une question, un point sur lequel, sur le plan international, tout le monde est d'accord, Chinois, Russes, Américains, pays arabes, c'est bien là-dessus. Maintenant, on ne peut plus faire, en théorie, je dis bien, l'économie d'un règlement politique. Mais aujourd'hui, on voit très bien Israël est dans sa logique de guerre. On le voit dans les déclarations d'ailleurs du Premier ministre. Et d'ailleurs, il dit, même après, on occupera... On sera là, on assure. Enfin, il ne dit pas on occupera, il dit c'est nous qui garantirons la sécurité. Donc on sera là pour s'occuper de la sécurité. Il ne dit pas on sera là comme on est en Cisjordanie avec un accord, avec une autorité. Non, il dit non, Israël s'occupera de sa sécurité. Donc il prend une option sur le règlement. Il prend une option sur la paix de demain. Il y a d'autres propositions qui sont faites. On parle d'un règlement avec les Nations Unies, on parle d'un règlement avec les pays arabes qui pourraient s'occuper de cette bande de terre, la bande de terre dont l'Égypte ne veut pas, tout comme la Jordanie ne veut pas de la Cisjordanie. Rêve, ça par contre, c'est un rêve des colons israéliens ou d'une partie d'extrémistes suprémacistes, j'ai envie de dire israéliens, d'envoyer une partie de la population, tous les Palestiniens de Cisjordanie en Jordanie et tous les Palestiniens de Gaza en Égypte. Mais ces deux pays n'en veulent surtout pas. Parce qu'ils ont leurs propres problèmes. Et les Palestiniens ne le veulent pas eux-mêmes. Et les Palestiniens, omnubilés toujours avec cette idée de la Nakba, eh bien effectivement, qui était le grand exode de l'après-guerre, ne veulent pas en entendre parler. Alors la question politique, c'est précisément ce point qu'a semblé vouloir préempter hier Benjamin Netanyahou. Vous venez de le dire, Patricia, dans un entretien avec la chaîne de télévision américaine ABC News, le Premier ministre israélien a donné une idée de ce que serait l'avenir de Gaza à l'issue du conflit. Écoutez. Selon le président Biden, ce serait une erreur pour Israël d'occuper Gaza. Qui devra gouverner Gaza à la fin de la guerre? Ceux qui ne veulent plus du Hamas. Je crois qu'Israël, pour une période indéfinie, sera responsable de la sécurité parce qu'on a bien vu ce qui se passait dans le cas contraire. Quand nous ne sommes pas responsables de la sécurité, c'est la terreur du Hamas qui se déchaîne de manière inimaginable. Voilà, occuper Gaza pour assurer la sécurité d'Israël. Des propos démentis aujourd'hui par le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Ni Israël ni le Hamas n'administrera Gaza après la guerre. Alors qu'adviendra-t-il justement de l'enclave palestinienne? Élément de réponse avec Nina Masson. Pour la bande de Gaza. Dans un entretien avec la chaîne ABC, le Premier ministre israélien assume vouloir prendre la responsabilité générale de la sécurité dans le territoire palestinien après la guerre.
Une forme de retour à l'occupation, 18 ans après le retrait unilatéral des soldats et colons israéliens de Gaza en 2005. Alors c'est une forme d'occupation effectivement qui vient à l'encontre des indications que donnent les Américains qui souhaitent que Gaza ne soit pas occupée. Maintenant pour le Premier ministre, M. Netanyahou, la situation est compliquée parce que ce qui s'est passé le 7 octobre est en partie l'aboutissement de l'échec de sa politique et il faudrait qu'il fasse un 180 degrés pour que les Palestiniens reviennent en charge non seulement de la Cisjordanie, mais de Gaza. Remettre la bande de Gaza aux mains des Palestiniens et plus précisément à l'autorité palestinienne, c'est l'option défendue par Anthony Blinken face au Sénat mardi dernier. Mais elle suppose qu'Israël ait atteint ses objectifs dans l'enclave palestinienne, à savoir la destruction du Hamas, qui pour l'heure est loin de s'avouer vaincu. Que Blinken sache, que tous ceux qui traitent avec lui sachent, que ceux qui décideront de l'avenir des Palestiniens et de notre avenir en tant que résistance sont les Palestiniens eux-mêmes. Parmi les autres scénarios envisagés par les chancelleries américaines, européennes et arabes, le déploiement d'une force multinationale composée de troupes mixtes venant de pays arabes et européens. Une alternative sécuritaire aux mains de pays arabes ayant des relations diplomatiques avec Israël, comme l'Égypte, la Jordanie ou les Émirats arabes unis. Dernière option évoquée, celle d'une supervision temporaire par les Nations unies. Mais jusqu'ici à l'ONU, aucune discussion n'a commencé sur l'établissement d'une telle force qui requiert l'accord des 15 membres du Conseil de sécurité. Quel scénario, Antoine Mariotti, une tutelle des voisins arabes comme l'Égypte ou la Jordanie? C'était ce qu'évoquait d'ailleurs Yoav Gallant lui-même le 20 octobre dernier, il n'y a pas si longtemps, ou bien une administration par l'ONU, comme vient de le proposer encore ce matin Dominique de Villepin chez nos confrères de France Info. Oui, sauf que Dominique de Villepin n'est pas très écouté par les Israéliens et que Yoav Gallant fait une proposition tout en sachant pertinemment que les Égyptiens et les Jordaniens n'en voudront jamais et ne le veulent pas. Donc c'est aussi une manière de dire, on va être obligé de s'occuper nous-mêmes de la sécurité parce que personne ne peut imaginer aujourd'hui qu'Israël fasse confiance à qui que ce soit pour assurer sa sécurité à la frontière avec la bande de Gaza, encore moins l'ONU dont elle passe son temps à la critiquer, etc. En même titre d'ailleurs, on a entendu tout à l'heure Marc Regev, c'est-à-dire le conseiller principal de Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, dire, alors que la communauté internationale, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne l'écoute absolument pas, c'est encore moins ces derniers jours, dire il faudra qu'il y ait une nouvelle gouvernance à Gaza et que la communauté internationale reconstruise Gaza. C'était quand même un petit peu facile tout ça. Il n'y a pas de lendemain qui chante, il n'y a rien de formidable qui se profile, il n'y a pas d'homme providentiel. Et puis surtout, le Hamas ne va pas disparaître. Et là, on est en train de créer une haine, y compris parmi une population parfois modérée, pour la partie modérée de la population de la bande de Gaza, une haine envers Israël et à cause de ce qui est en train de se passer, parce qu'on parle quand même de plus de 10 000 morts. Alors certes, ce sont les chiffres du ministère gazaoui de la Santé, c'est-à-dire qu'aux mains du Hamas. Sauf que vous avez à la fois une enquête très sérieuse du Washington Post qui montre que sur toutes ces dernières années, tous les derniers conflits, ces chiffres ont été assez fiables. Je ne suis pas en train de rentrer dans le détail des enfants, des civils, etc. Il parle de civils, personne ne peut croire qu'il n'y a que des civils, évidemment que ça comprend les combattants. Mais les chiffres sont à peu près fiables en termes de nombre. Grandeur, ils ne sont pas contestés par les Américains d'ailleurs. Non, la Maison-Blanche vient de dire à l'instant qu'il y avait des milliers et des milliers de Palestiniens qui étaient morts dans la bande de Gaza. Donc on ne peut pas se voiler la face là-dessus. Et pour les lendemains, ça va être bien compliqué. Ça nourrit, vous dites-vous, les rangs du Hamas, c'est ce que vous dites. Oui, et puis ce que je dis aussi, surtout, c'est que Israël est en train de s'enfermer elle-même dans son propre piège en disant qu'on n'arrêtera pas tant qu'on n'éradiquera pas le Hamas. Comment est-ce qu'ils vont faire? C'est absolument impossible. On n'arrêtera pas tant que tous les otages ne seront pas libérés. S'ils les gardent pendant 10 ans, comment on fait? Est-ce qu'on fait 10 ans de conflit? Vous voyez tout ça. Mais en même temps, il y a les mots, et j'en finis là. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a un mois et un tout petit peu moins, quelques jours de moins, Yoav Gallant nous disait qu'il y avait un nouveau siège qui était imposé hermétique sur la bande de Gaza, que pas une goutte d'eau n'entrerait, pas un gramme de riz, pas une goutte de fuel ou quoi que ce soit, tant que les otages ne seraient pas tous libérés. On a vu qu'ils ont fini par céder à la pression internationale à ce niveau-là, et qu'il y a eu de l'aide qui est entrée, même s'il faut quand même comprendre qu'il y a 675 camions qui sont rentrés en un mois, en 31 jours, alors qu'il en rentrait avant la guerre 500 par jour. Autant vous dire que c'est une goutte d'eau et qui n'atteint même pas Gaza City. La guerre à Gaza oblige aussi Patricia Lemonnier à tourner la page de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, affaiblie, corrompue et coupée de la jeunesse palestinienne, sans doute davantage encore
énergisé, comme on dit, ou radicalisé, c'est selon par les images qui viennent de Gaza? Enfin, même Anthony Blinken dit qu'il faudrait une autorité palestinienne revitalisée et respectée en quelque sorte. Donc je crois que de ce côté-là, plus personne ne se fait d'illusions sur Mahmoud Abbas. Le candidat pour prendre la relève est en prison depuis plus d'une dizaine d'années, depuis les années 2000. Mahmoud Barghouti, depuis les années 2000, donc depuis la seconde intifada. Donc pour l'instant, il n'y a pas de solution, enfin en tout cas de Mandela côté palestinien, pour l'instant je dis bien. Mais en ce qui concerne la traque du Hamas, les Israéliens disent on va éradiquer le Hamas. Et je voudrais revenir là-dessus. Éradiquer comment? Effectivement, on peut, comme à Jabalia, essayer d'envoyer des bombes de près de 1000 kilos sur des immeubles où l'on pense que un chef... Et on peut descendre dans les tunnels, aller les traquer, on peut essayer de les extraire. Mais qu'en est-il des politiques? De ceux qui sont au Qatar, qui sont reçus dans les ambassades? On va aller aussi les liquider? Alors, il est vrai que quand on regarde ce qui s'était passé à Munich, Golda Meir cochait sur un petit tableau tous les noms des terroristes aux yeux d'Israël qui avaient été abattus. Donc, va-t-on aller aussi cocher sur le tableau de Benjamin Netanyahou tous les dirigeants du Qatar, toute l'aile politique? Israël a déjà chanté sur certaines personnes dans le passé, et alors, qu'en est-il de tous ceux qui sont en train de naître de ces cendres-là? Parce que, comme vous le disiez très justement, Israël atteint peut-être un point de non-retour aujourd'hui, et ce point de non-retour fabrique de nouveau une nouvelle rancœur et la haine. Et la haine appelle à la haine. Le conflit israélo-palestinien qui fait en tout cas aussi une autre victime, l'Ukraine de Volodymyr Zelensky. Elle redoute de passer au second plan des priorités, d'être la grande oubliée au moment où les opinions publiques occidentales semblaient déjà, il faut bien le dire, éprouver une forme de lassitude après 1 an et demi de guerre. Alors pour inciter les alliés à continuer à contribuer à l'effort de guerre ukrainien, il faut à tout prix revendiquer des victoires. Tout ce qui permet à Kiev d'éviter l'impression d'enlisement est bienvenu. Nabia Makloufi. Plusieurs missiles s'abattent sur le chantier naval de Kerch, en Crimée annexée. La cible, un important navire russe. Une explosion visible sur ces images satellites diffusées par Kiev. L'opération a été annoncée par le président Zelensky lui-même, inquiet de voir l'attention du monde se détourner de l'Ukraine. La guerre au Moyen-Orient, ce conflit détourne l'attention. Je pense que c'est l'un des objectifs de la Fédération de Russie. Elle a compris que l'attention se porterait moins sur l'Ukraine. Depuis la contre-offensive de Kiev lancée en juin dernier pour tenter de libérer les territoires occupés de l'Est et du Sud, les soldats ukrainiens ne progressent que très peu sur le terrain, 17 km seulement, selon leur commandant en chef. Dans un entretien à l'hebdomadaire britannique The Economist, le haut gradé reconnaît une impasse. Et si les armes et les équipements de haute technologie tardent à arriver, ce sera la défaite assurée, dit-il. Réunis en sommet en ce moment à Tokyo, les chefs de la diplomatie des États membres du G7 réaffirment leur soutien à Kiev. L'Ukraine est et restera au sommet de l'agenda du G7. Si notre soutien à l'Ukraine s'essoufflait aujourd'hui, la Russie l'exploiterait sans pitié, avec des conséquences terribles pour les Ukrainiens et les Européens. Un soutien appuyé exprimé aussi par la présidente de la Commission européenne et le haut représentant pour les affaires étrangères. Selon Josep Borrell, si l'Ukraine perd cette guerre, c'est toute l'Union européenne qui perd. Et avec nous en direct de Kiev, Gulliver Krag. Gulliver, il y a eu coup sur coup les publications d'abord de Time qui a révélé des doutes et des divisions au sein de l'administration présidentielle en Ukraine. Et puis dans The Economist, le chef de l'état-major ukrainien lui-même parle d'une impasse. Alors comment réagit-on dans la capitale ukrainienne où vous vous trouvez ? Alors, dans l'opinion publique, face à l'article de Time, il y a eu une réaction de colère et beaucoup de critiques envers le journaliste. On a eu un peu l'impression que les Ukrainiens avaient du mal à avaler des informations négatives. Côté présidence, ils ont juste dit, bon, c'est l'avis du journaliste. En fait,
les médias ukrainiens ont présenté cet article comme si c'était beaucoup plus négatif que ça ne l'est en réalité quand on le lit. Mais évidemment, il est clair qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes au sein de l'administration présidentielle. Et la citation qui est en couverture, c'est Volodymyr Zelensky qui dit « Personne ne croit à la victoire autant que moi ». Quand on y pense, c'est peut-être un problème. Volodymyr Zelensky a réagi, non pas à cet article, mais il a bien réagi à l'interview de Valery Zaluzhny et à la tribune qu'il a publiée dans le journal britannique The Economist en disant non, il n'y a pas d'impasse. Je pense que Volodymyr Zelensky s'inquiète de ce que cette idée d'une impasse pourrait décourager les alliés de l'Ukraine de continuer de fournir des armes au pays, d'autant plus qu'il est déjà inquiet à cause bien sûr de l'attention mondiale tournée vers le Proche-Orient. Mais des soldats à qui j'ai parlé pensent que l'article devrait être interprété exactement dans l'autre sens et que l'intention de Valery Zaluzhny était exactement de galvaniser les alliés de l'Ukraine en leur faisant se rendre compte qu'il faut vraiment faire plus et rapidement pour éviter le pire. Donc il y a ce débat maintenant qui fait rage, mais en tout cas je pense que les soldats sur le front, même si le constat de Valery Zaluzhny n'est pas très positif, disent qu'il n'est pas faux. Volodymyr Zelensky qui tranche aussi en disant qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle l'année prochaine, au moment même où la politique semble pourtant de retour en Ukraine. On voit des fissures émerger. Oui, c'était peut-être à cause de ce débat sur la possibilité de tenir des élections qui sont automatiquement annulées à cause de la loi martiale qui est en vigueur en Ukraine. Mais il y avait des discussions de changer la constitution pour enlever cette annulation automatique des élections et de peut-être tenir des élections. Dmytro Kuleba, il y a seulement 3 jours, je pense, le ministre des Affaires étrangères disait que Volodymyr Zelensky étudiait sérieusement la question. Eh bien, peut-être qu'il a fini d'étudier la question en tranchant que ce n'est vraiment pas possible. Ça, c'est quelque chose que je pense la plupart des Ukrainiens acceptent parce que, évidemment, c'est très, très difficile de tenir des élections en temps de guerre et c'est quelque chose qui pourrait être exploité par la Russie pour déstabiliser le pays. On a déjà vu peut-être des débuts de cela. Il y a Oleksiy Arestovitch, ex-conseiller de Zelensky, qui de plus en plus critique la présidence. Peut-être qu'il voudrait se positionner pour récupérer l'électorat des anciens partis pro-russes qui ont été interdits. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux certains critiques envers comment la contre-offensive a été menée et envers Volodymyr Zelensky. Il y a ces tensions sans doute entre la présidence et Valery Zaluzhny, le commandant en chef des armées, notamment le chef des forces spéciales a été limogé sans que le général Zaluzhny ait été informé. On a l'impression qu'il y a des tensions possibles, mais aujourd'hui il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire justement il ne faut absolument pas que l'Ukraine laisse ces tensions vraiment nuire à l'effort de la guerre. Même l'ancien président Petro Poroshenko, qui se considère, je pense, encore comme l'opposant principal à Volodymyr Zelensky, si opposition il devait avoir, lui aussi il a dit que ce n'est pas le moment de rentrer dans le jeu électoral et de tenir des élections. Merci Gulliver Krag à Kiev pour France 24. Patricia Lemonnier, vous comprenez que ce ne soit pas le moment pour des élections, au risque de Volodymyr Zelensky peut-être d'entacher, disons, le prestige dont il jouit aujourd'hui au sein des pays dits libéraux, ou en tout cas des grandes capitales occidentales. Je ne sais pas si c'est mon rôle de comprendre, en tout cas je peux l'expliquer. Oui. Parce que comment expliquer? Bien effectivement, il y a plusieurs raisons. Il y a des explications de terre à terre, des files d'attente devant les bureaux de vote, autant de cibles. Ça, laissons de côté. Mais il y a surtout la division, effectivement. La division politique. On voit bien qu'il y a des petites manifestations qui ont éclaté à droite et à gauche pour faire en sorte que, vous savez, aujourd'hui, avec l'état d'urgence, le service militaire, en somme, est indéterminé. Le temps court, on ne sait pas combien d'années. Eh bien, il y a des manifestations qui demandent à ce que le service militaire soit réduit à 18 mois. Donc, on sent bien qu'il y a un mécontentement parmi la population qui est fatiguée, qui est épuisée, et puis probablement dans l'entourage du président ukrainien. Parce que le pouvoir use et fatigue, on le sent, il est fatigué. Cette offensive à laquelle il espérait comme bon nombre, enfin lui il l'a porté par rapport aux alliés occidentaux, effectivement ça aussi, ça fait en sorte qu'il y a ce mécontentement et que donc ce n'est pas le moment de diviser un peu plus la nation alors que la période est difficile. Et j'en finirai un peu aussi par ça. C'est à nous de nous regarder aussi, parce que finalement ces élections reportées,
on a notre part là-dedans, parce qu'en ne livrant pas les armes à temps et au bon moment, et en retardant toujours, en tergiversant en permanence, finalement on a acculé l'Ukraine à faire cette offensive au ralenti en quelque sorte, avec pas tous les moyens, et donc à ne pas réussir. Donc finalement, cette annulation des élections est très liée, je crois, à cette offensive, et nous avons notre part dans cette offensive qui a pratiquement échoué à cette heure, mais on ne sait pas demain. Antoine Mariotti, ça a traduit effectivement un climat d'inquiétude côté ukrainien, même si Volodymyr Zelensky veut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Oui, bien sûr. Et puis vous avez raison de parler, Patricia, de la contre-offensive. Ça fait 5 mois. On avait prévu d'aller jusqu'à la mer d'Azov. Il reste encore 100 km pour y aller. Ils n'ont avancé que de 17 km. 400 km² récupérés, c'est quand même extrêmement peu sur 5 mois. Cette grande contre-offensive qu'on nous annonçait, rappelez-vous, pendant des semaines et des semaines. On l'a tellement annoncé d'ailleurs qu'en termes de surprise, stratégiquement parlant, c'est quand même pas formidable non plus. Résultat, on est quand même... Tout le monde piétine un petit peu parce que les Russes n'avancent pas non plus énormément. Donc on a une guerre d'usure, on a une guerre qui dure. C'est pas forcément l'avantage de l'Ukraine, qui a moins d'hommes mobilisables, qui commence à avoir des petites failles dans les soutiens des différents pays, même s'il y a toujours des soutiens forts. La France vient de redire qu'il y avait 200 millions d'euros de plus en armement pour l'Ukraine, donc tout ça. Mais après, vous avez en effet, n'oublions pas aussi par rapport à l'élection présidentielle, qu'il y a quand même 20% du territoire qui n'est pas sous le contrôle de Kiev. Comme organiser une élection à ce moment-là? Pas le collège électoral. Voilà, pour avoir ne serait-ce qu'une légitimité. Donc tout ça est compliqué. Après, il peut y avoir des tensions, évidemment. Est-ce que chacun aussi n'est pas dans ce rôle avec un chef militaire qui tente de dire, attendez, là on est dans une impasse, maintenant il faut se réveiller, il faut arrêter de dire qu'elle fonctionne notre contre-offensive. Et Zelensky, qui a joué un peu ce rôle depuis 1 an et demi, a sans cesse réclamé et dire qu'il fallait plus, d'essayer de préserver aussi une unité, et au moment où il voit qu'il y a le regard un peu ailleurs, de préserver un peu cette unité, ce soutien aussi des pays étrangers. Merci Antoine Mariotti, merci Patricia Lemonnier. C'était On va plus loin, on se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal. Restez avec nous.